L'amiral William Halsey fixait le rapport de contact de ses pilotes. Des porte-avions japonais, 4 d'entre eux, localisés à 320 km au nord de Luçon. Nous étions le 24 octobre 1944. La plus grande bataille navale de l'histoire se déroulait sur 260 000 km² d'eau philippine. Halsey avait une décision à prendre. Sa 3e flotte gardait le détroit de San Bernardino, l'approche nord du golfe de Leyte, où 130 000 soldats américains débarquaient sous le commandement de MacArthur. Une force de surface japonaise avait déjà été repérée approchant par l'ouest, cuirassés, croiseurs lourds, les plus grands navires de guerre que le Japon possédait encore. Mais les porte-avions étaient le prix à payer. Chaque amiral le savait. Les porte-avions avaient de gagner à Midway. Les porte-avions avaient changé le cours de la guerre du Pacifique. Et maintenant, les Japonais offraient leurs 4 derniers flat tops sur un plateau. Halsey fit son choix. Il prendrait tous ses navires vers le nord et détruirait ses porte-avions. Chaque cuirassé, chaque croiseur, chaque destroyer, la totalité de la 3e flotte. Le détroit serait laissé complètement sans défense. La force d'invasion sur les plages serait nue face à l'ennemi venant du nord. Halsey ne savait pas qu'il commettait une erreur qui aurait dû mettre fin à sa carrière. Il ne savait pas que ses porte-avions étaient vides, des leurs, un appât conçu spécifiquement pour l'attirer. Et il ne savait pas qu'au matin, les hommes qu'il laissait derrière lui combattraient des cuirassés avec des destroyers. Les Japonais appelèrent cela l'opération Shaw, victoire. C'était leur dernière chance d'arrêter l'avance américaine aux Philippines. Le plan était audacieux. Le vice-amiral Jisaburo Ozawa emmènerait les 4 derniers porte-avions japonais au nord de Luçon et se rendrait visible aux éclaireurs américains. Ces porte-avions étaient presque inutiles. Seulement 108 avions pour les 4 navires. La plupart de ces pilotes expérimentés avaient été tués à la bataille de la mer des Philippines 4 mois plus tôt. La mission d'Ozawa n'était pas de se battre. Sa mission était de mourir. Il sacrifierait ses porte-avions pour attirer la flotte américaine loin du golfe de Leyte. Une fois que Halsey aurait mordu à l'hameçon, la véritable force de frappe se glisserait dans le passage sans défense. Le vice-amiral Takeo Kurita commandait cette force de frappe. 5 cuirassés, dont le Yamato et le Musashi, les plus grands navires de guerre jamais construits, 6 croiseurs lourds, 11 destroyers. Kurita franchirait le détroit de San Bernardino de nuit, émergerait du côté est des Philippines et s'abattrait sur les plages de débarquement américaines à l'aube. Les 130 000 hommes de MacArthur seraient pris entre les canons japonais et la jungle philippine. Les transports et les navires de ravitaillement seraient détruits. C'était une mission suicide. Mais si Kurita atteignait le golfe, le sacrifice en vaudrait la peine. Tout dépendait qu'un seul homme morde à l'hameçon. Halsey avait eu des avertissements. Son officier du renseignement l'avait pratiquement supplié de reconsidérer sa décision. Le commandant Mike Cheek étudiait les tactiques japonaises depuis des années. Lorsque des rapports indiquèrent que la force de surface de Kurita avançait toujours malgré les attaques aériennes, Cheek alla voir le chef d'état-major de Halsey. « Ils vont passer par San Bernardino », insista-t-elle. Il connaissait les Japonais. Il avait joué au poker avec eux. Il disait qu'il bluffait avec ses porte-avions. Le chef d'état-major dit à Cheek que Halsey était éveillé depuis 48 heures. L'amiral avait déjà contredit le dernier officier qui n'était pas d'accord avec lui. La discussion était close. Cette nuit-là, des avions de l'USS Independence survolèrent le détroit de San Bernardino. Ils repérèrent des feux de navigation. Des navires traversèrent le passage. Les pilotes signalèrent des navires de guerre japonais franchissant le détroit. La force de Kurita arrivait. Halsey rejeta les rapports. Il était convaincu que Kurita avait été paralysé par les attaques aériennes plus tôt dans la journée. Ses pilotes avaient coulé le super cuirassé Musashi et revendiqué des touches sur plusieurs autres navires. Les Japonais se retiraient. Halsey croyait que ces feux de navigation ne signifiaient rien. À 20h22 le 24 octobre, Halsey ordonna à toute sa flotte de faire route vers le nord. Chaque cuirassé, chaque porte-avions, chaque destroyer. La porte était laissée grande ouverte. Pas de navire de veille, pas de sous-marin, rien.
et les cuirassés de Kurita approchèrent déjà du passage. La confusion commença avec un seul message. À 15h12 le 24 octobre, Halsey envoya un message annonçant son plan de bataille. « La Task Force 34 sera formée », disait le message. Il décrivait une puissante force de surface de cuirassés et de croiseurs sous l'amiral Willis Lee, qui engagerait tout navire japonais approchant de San Bernardino. L'amiral Thomas Kinkaid, commandant la 7e flotte dans le golfe de Leyte, intercepta le message. L'amiral Chester Nimitz à Pearl Harbor aussi. Les deux hommes l'interprétèrent de la même manière. La Task Force 34 avait été formée. Les cuirassés de Lee gardèrent le détroit. Ils avaient tort. Halsey avait rédigé le message comme un plan d'urgence, ce qu'il ferait s'il avait besoin de former un groupe de surface. Les mots-clés étaient enfouis dans le jargon naval. 3 heures plus tard, Halsey envoya une clarification. La Task Force 34 ne serait formée que si et quand il le dirigerait. Les cuirassés restaient avec lui. Mais Halsey envoya la clarification uniquement par radio vocale. Le signal avait une portée limitée. La 7e flotte de Kinkaid ne la reçut jamais. Halsey ne confirma jamais par message. Il n'envoya jamais de confirmation télégraphique à Nimitz ou Kinkaid. Il ne déclara jamais explicitement que le détroit de San Bernardino était sans défense. Kinkaid se coucha cette nuit-là croyant que les cuirassés de Lee protégeaient son flanc nord. Nimitz crut la même chose à Pearl Harbor. Aucun des deux ne savait que le détroit était grand ouvert. Aucun des deux ne savait que la force de Kurita était sur le point de le franchir. Les plus grands navires de guerre du monde fonçaient sur des hommes qui ne savaient pas qu'ils arrivaient. À 3 heures le 25 octobre 1944, la force centrale de Kurita franchit le détroit de San Bernardino. 23 navires de guerre en une seule colonne. Aucune opposition. Kurita n'en croyait pas ses yeux. Ses officiers s'étaient attendus à trouver des cuirassés américains attendant de croiser leur route. Ils s'étaient attendus à des sous-marins tapis dans le passage. Ils s'étaient attendus à des avions au-dessus à la première lueur. Il n'y avait rien. Le détroit était vide, et ainsi, le Yamato mena la marche. 72 000 tonnes d'acier blindé, 9 canons de 460 mm capables de tirer des obus de 1450 kg à plus de 40 km. Le plus puissant navire de guerre jamais construit. Derrière le Yamato venait le cuirassé Nagato, puis les cuirassés rapides Kongo et Haruna. 6 croiseurs lourds hérissés de canons de 203 mm, 2 croiseurs légers, 11 destroyers. À l'aube, la force de Kurita avait franchi le détroit et fait route vers le sud en direction du golfe de Leyte. Les plages de débarquement américaines étaient à 100 km. Les navires de ravitaillement et les transports de MacArthur étaient à découvert sans protection. Entre Kurita et ses plages, il n'y avait qu'une seule chose, une poignée de porte-avions d'escorte et de destroyers qui n'étaient pas censés combattre des cuirassés. Ils étaient désignés comme l'unité opérationnelle 77.4.3. Les marins s'appelaient eux-mêmes Taffy 3. Leur commandant était sur le point de recevoir la pire surprise de sa vie. Le contre-amiral Clifton Sprague buvait du café sur la passerelle de son navire amiral, le Fanshawe Bay, lorsque le premier rapport arriva. Il était 6h47. L'un de ses pilotes avait repéré une force de surface japonaise à 30 km au nord-ouest. Des mâts de pagode, des cuirassés. Sprague pensa à une erreur. Cela devait être la Task Force 34 de Halsey. Le pilote avait mal identifié des navires amis. Puis le second rapport arriva. Des pavillons au soleil levant, c'étaient des navires de guerre japonais. Sprague regarda à travers ses jumelles. Des superstructures de style pagode étaient visibles à l'horizon. Des mâts qui appartenaient à des cuirassés. Des cuirassés japonais. Pendant un instant, il n'y eut que le silence sur la passerelle. Le genre de silence qui vient quand des hommes réalisent qu'ils sont déjà morts. Il sentit le sang se vider de son visage. Son unité opérationnelle se composait de 6 porte-avions d'escorte, de petits navires lents aux coques fines et dotés chacun d'un seul canon de 127 mm. Ils étaient conçus pour fournir un appui aérien aux troupes au sol, pas pour combattre des navires de guerre. Son écran se composait de 3 destroyers et 4 escorteurs d'escadre, des boîtes de conserve avec des canons de 127 mm face à des canons navals de 460 mm. Sprague fit le calcul instantanément.
Son navire le plus rapide pouvait faire 33 km par heure. Le Yamato pouvait faire 50 km par heure. Il ne pouvait pas les distancer. Ses plus gros canons étaient des pétards comparés aux canons de 460 mm du Yamato. Il ne pouvait pas les vaincre au combat. À 6h58, les Japonais ouvrirent le feu. Sprague regarda avec horreur des gerbes colorées jaillir autour de ses navires. Rouges, vertes, jaunes, bleues. Les Japonais utilisaient des obus chargés de teinture pour aider à repérer leurs tirs. Chaque navire utilisait une couleur différente. Les gerbes étaient belles et terrifiantes. Les obus avaient la taille de voiture et ils se rapprochaient. Le commandant Ernest Evans n'attendit pas les ordres. Au moment où les obus japonais commencèrent à tomber, il fit virer l'USS Johnston vers la flotte ennemie et mit la vitesse maximum. Evans était d'origine Cherokee et Creek, né à Pawnee, Oklahoma. Lorsque le Johnston avait été mis en service 1 an plus tôt, il avait dit à son équipage exactement quel genre de navire ce serait. « Ce sera un navire de combat », avait dit Evans. « J'ai l'intention d'aller là où est le danger. Que ceux qui ne veulent pas venir débarquent tout de suite. » Maintenant, il le prouvait. Le Johnston chargea seul vers 4 cuirassés, 6 croiseurs lourds et 11 destroyers. Un destroyer contre 23 navires de guerre. Evans s'approcha à moins de 9000 mètres du croiseur lourd Kumano et tira 10 torpilles. Au moins une toucha sa cible. L'explosion arracha la proue du Kumano et le mit hors de combat. Le Johnston avait tiré le premier sang, mais maintenant tous les canons japonais se tournaient vers elle. Elle n'aurait pas dû durer 5 minutes, mais elle ne combattait pas seule. Les autres destroyers suivirent le Johnston dans l'attaque. Le OL et le Heermann chargèrent la ligne japonaise. Les minuscules escorteurs d'escadre les rejoignirent. Le lieutenant-commandeur Robert Copeland commandait l'USS Samuel B. Roberts, un escorteur d'escadre moitié moins gros qu'un vrai destroyer. Son navire avait 2 canons de 127 mm face à des cuirassés avec des canons de 460 mm. Copeland rassembla son équipage sur la plage arrière avant l'attaque. Ses paroles furent simples et dévastatrices. « Ce sera un combat contre des chances écrasantes », leur dit-il. « On ne peut pas espérer survivre. Nous ferons le plus de dégâts possible. » Puis le Samuel B. Roberts chargea un croiseur lourd à bout portant. Le croiseur japonais Chokai ne pouvait pas abaisser assez ses canons pour toucher le minuscule escorteur d'escadre filant à ses côtés. Le Samuel B. Roberts envoya des obus de 127 mm dans la superstructure du Chokai à des distances où les équipages pouvaient avoir les visages des uns et des autres. Pendant près d'1 heure, les destroyers et escorteurs d'escadre américains accomplirent l'impossible. Ils firent des écrans de fumée pour cacher les porte-avions. Ils lancèrent des attaques à la torpille contre des navires 10 fois plus gros qu'eux. Ils attirèrent un feu qui aurait coulé les porte-avions d'escorte en quelques minutes. La formation japonaise se désintégra dans la confusion. L'attaque soigneusement planifiée de Kurita se dissout en une mêlée chaotique alors que ses navires manœuvraient pour éviter les torpilles et engagèrent les destroyers américains un par un. Les boîtes de conserve gagnèrent du temps, mais le prix était terrible. À 8 heures, la bataille était devenue un cauchemar de fumée, de tirs et de navires mourants. Les destroyers américains étaient déchiquetés. L'USS OL reçut plus de 40 coups. Sa passerelle fut détruite. Ses salles des machines furent inondées. Il coula avec la plupart de son équipage encore à bord. Le Samuel B. Roberts combattit jusqu'à ce que ses canons fondent littéralement à force d'être utilisés. Un cuirassé japonais réussit enfin un coup direct qui lui brisa l'échine. Il coula à 9h35. 90 hommes moururent. Sur le Johnston, le commandant Evans refusa d'arrêter de se battre malgré des dégâts catastrophiques. Son navire n'avait plus de puissance. Des marins tournèrent la barre à la main pendant qu'Evans criait les ordres de direction par un hublot ouvert. Evans ordonna à ses artilleurs d'engager un croiseur qui se rapprochait du porte-avions d'escorte Gambier Bay. « Attirez son feu sur nous et loin du porte-avions », commanda Evans. Le Johnston fut touché encore et encore. À 9h45, il était mort sur l'eau et coulait. Evans ordonna à son équipage d'abandonner le navire. Alors que le Johnston coulait, un destroyer japonais passa tout près. Les survivants américains dans l'eau regardèrent avec stupéfaction un officier japonais apparaître sur le pont. Il saluait. Il saluait le navire qui s'était tant battu.
On vit Evans pour la dernière fois sur le pont du Johnston, donnant encore des ordres. Son corps ne fut jamais retrouvé. Il recevrait la Medal of Honor à titre posthume. Mais la bataille n'était pas finie et Halsey n'avait toujours pas répondu aux appels à l'aide désespérés. Les messages volaient depuis l'aube. L'amiral Kinkaid avait envoyé des demandes urgentes d'aide dès qu'il avait appris que des cuirassés japonais attaquaient ses porte-avions d'escorte. Halsey reçut les messages. Il était à 500 km au nord, se rapprochant des porte-avions leurre d'Ozawa. Le premier message de Kinkaid arriva à 8h22. Cuirassés et croiseurs ennemis attaquent porte-avions d'escorte. Kinkaid demanda à Halsey de confirmer que la Task Force 34 gardait le détroit de San Bernardino. L'état-major de Halsey décoda le message. La réponse aurait dû prendre quelques secondes, mais Halsey retarda sa réponse. Un second message arriva à 8h29. Demande frappe aérienne immédiate. Un troisième à 9h demande à Lee de faire route à toute vitesse pour couvrir Leyte. Les messages devenaient de plus en plus désespérés. À Pearl Harbor, l'amiral Nimitz suivait la bataille par les communications interceptées. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Où étaient les cuirassés de Halsey? À 10h, Nimitz envoya un message directement à Halsey. Il allait devenir le message naval le plus célèbre de la guerre. Où est la Task Force 34? Le message se terminait par 3 mots. Le monde se demande. Ces 3 derniers mots étaient censés être un bourrage cryptographique, un remplissage sans signification que les opérateurs radio supprimaient avant la livraison. Mais l'officier des communications de Halsey les laissa. Halsey lut le message comme un blâme cinglant, une humiliation publique de son supérieur. Où est la Task Force 34? Le monde se demande. Il fut stupéfait. Les officiers sur la passerelle regardèrent dans le visage de Halsey blêmir. Il jeta sa casquette sur le pont avec fureur. Halsey resta paralysé sur la passerelle de son navire amiral. Le message de Nimitz l'avait frappé comme un coup physique. Le monde se demande. Son chef d'état-major, le contre-amiral Robert Carney, regarda Halsey rester immobile pendant près d'1 minute. L'amiral qui avait chassé les Japonais à travers le Pacifique était figé. Carney attrapa Halsey par les épaules et le secoua. « Arrêtez !» cria Carney. « Qu'est-ce qui vous arrive, bon sang? Ressaisissez-vous !» Mais Halsey ne pouvait pas décider quoi faire. Sa flotte se rapprochait des porte-avions d'Ozawa, la cible qu'il était venu chercher au nord. Faire demi-tour maintenant signifiait abandonner l'attaque. Pendant près d'1 heure, Halsey ne fit rien pendant que Taffy III se battait pour survivre à 500 km au sud. Son état-major le pressait de renvoyer ses cuirassés. Il hésita, il temporisa, il tergiversa. Finalement, à 11h15, Halsey ordonna à la Task Force 34 de faire demi-tour vers le sud. Les cuirassés de l'amiral Lee inversèrent leur route et retournèrent vers le détroit de San Bernardino à vitesse maximum. Ils étaient trop tard. Au moment où Halsey prit sa décision, la bataille au large de Samar était déjà terminée. Kurita s'était retiré, pas à cause du retour de Halsey. Il ne savait pas que Halsey revenait. L'amiral japonais avait perdu son sang-froid. Kurita s'était convaincu qu'il faisait face à une flotte majeure, pas à une poignée de porte-avions d'escorte. Les attaques féroces des destroyers américains l'avaient troublé. Il pensait affronter le gros de la 3e flotte américaine. À 9h25, alors que le golfe de Leyte était à sa portée, Kurita ordonna à sa flotte de faire demi-tour et de se retirer par le détroit de San Bernardino. Il n'atteignit jamais les plages de débarquement. Les 130 000 soldats américains survécurent parce que des destroyers se battirent comme des cuirassés et qu'un amiral japonais perdit son sang-froid. Taffy III avait survécu, mais le coup fut effroyable. 2 destroyers coulés, le Johnston et le OL. Un escorteur d'escadre coulé, le Samuel B. Roberts. Un porte-avions d'escorte, le Gambier Bay, envoyé par le fond par les tirs japonais. Un autre, le Saint-Lô, détruit par la première attaque kamikaze organisée de l'histoire. Plus de 1500 marins américains étaient morts ou portés disparus. Des centaines d'autres étaient blessés. Les survivants flottèrent dans des eaux souillées de mazout pendant 2 jours. Ils n'avaient pas d'eau. Ils n'avaient pas d'ombre pour se protéger du soleil tropical. Et ils n'étaient pas seuls. Les survivants rapportèrent avoir vu des ailerons fendre l'eau.
Des hommes qui avaient survécu à la bataille furent entraînés sous l'eau un par un, hurlant à l'aide, aide qui ne venait pas. Ils regardèrent des navires apparaître à l'horizon, seulement pour faire demi-tour parce qu'ils ne voyaient pas les minuscules têtes qui ballottaient dans la houle. Ils avaient été abandonnés 2 fois, d'abord par la flotte qui les avait laissés sans défense, et maintenant par les navires de secours qui ne savaient pas où chercher. C'était une victoire qui n'aurait jamais dû être nécessaire. La plus grande bataille navale de l'histoire avait été gagnée non par une planification minutieuse, mais par le courage suicidaire d'hommes dans des navires désespérément surclassés. Mais la victoire stratégique n'effaçait pas l'échec de commandement. Halsey avait abandonné son poste. Il avait chassé un leurre pendant que sa propre flotte se faisait massacrer. La question maintenant était de savoir ce qui allait lui arriver. L'amiral Ernest King était l'homme le plus puissant de la marine américaine. En tant que chef des opérations navales, il ne répondait qu'au président. Sa parole était loi. En décembre 1944, alors que nombre de ses survivants étaient encore dans les services des brûlés, grelottant du choc de leur épreuve, Halsey se rendit dans un bureau confortable à Washington pour rencontrer King. Tout le monde dans la marine savait ce qui allait arriver. L'énorme erreur de Leyte avait failli causer une catastrophe. King regarda Halsey à travers son bureau. La rencontre fut brève. « Vous avez eu le feu vert pour tout ce que vous avez fait », lui dit King. « Pas de réprimande, pas d'enquête, pas de conséquences. » Halsey sortit de ce bureau avec sa carrière non seulement intacte, mais protégée au plus haut niveau. Le public n'apprit jamais à quel point le golfe de Leyte avait été proche du désastre. Les journaux rapportèrent une grande victoire américaine. Halsey resta un héros national, l'amiral agressif qui avait vengé Pearl Harbor. Mais au sein de la marine, tout le monde savait ce qui s'était passé. Nimitz était secrètement furieux. Kinkaid avait regardé ses porte-avions d'escorte se faire massacrer pendant que Halsey chassait des porte-avions vides à 500 km au nord. Les hommes de Taffy 3 le savaient plus que quiconque. Ils avaient perdu des amis parce que leur couverture avait disparu et rien ne lui arriva. La question était pourquoi. Halsey était intouchable parce qu'il était l'amiral le plus célèbre d'Amérique. Lorsque Pearl Harbor fut attaqué, Halsey était en mer avec le porte-avions Enterprise. Il revint pour trouver la flotte du Pacifique en ruine. Sa réaction devint légendaire. Son slogan le plus célèbre fut placardé sur des panneaux d'affichage à travers le Pacifique. La langue japonaise ne sera parlée qu'en enfer. La citation était partout. Les journaux l'imprimaient, la radio la diffusait. Les Américains qui se sentaient impuissants après le 7 décembre avaient enfin quelqu'un qui avait l'air de vouloir se battre. Halsey devint le visage de la vengeance navale. Bull Halsey l'appelait la presse, l'amiral qui ferait payer le Japon. En 1944, sa photographie était apparue sur des couvertures de magazines des dizaines de fois. Il était une marque autant qu'un commandant. L'imogre Halsey aurait obligé à expliquer au public américain pourquoi leur héros avait failli perdre la bataille du golfe de Leyte. Cela aurait signifié admettre que l'amiral le plus agressif de la marine s'était fait piéger par un leurre japonais. La structure de commandement le protégea aussi. La guerre du Pacifique était dirigée par 2 empires séparés. La marine sous Nimitz et l'armée sous MacArthur, qui se parlaient à peine. Aucun des 2 services ne voulait donner à l'autre des munitions pour les batailles budgétaires d'après-guerre. MacArthur dit en privé à son état-major que Halsey devrait être relevé. Mais publiquement, il le défendit complètement. Nimitz ne pouvait pas critiquer Halsey sans exposer les conflits internes de la marine. King comprenait tout cela parfaitement. La marine avait plus besoin de la réputation de Halsey que de responsabilité. Le public voulait des héros, pas des enquêtes. Alors King donna le feu vert à Halsey. Les erreurs du golfe de Leyte seraient discrètement enterrées. Mais Halsey n'avait pas fini de prendre des décisions catastrophiques. 7 semaines après le golfe de Leyte, Halsey conduisit sa flotte directement dans le typhon Cobra. C'était le 17 décembre 1944. Les bulletins météo avaient averti d'une forte tempête se formant dans la mer des Philippines. Les météorologues de Halsey le pressèrent de changer de route. Halsey les ignora. Il était concentré sur le ravitaillement en carburant de ses destroyers pour les opérations à venir. Il refusa de croire que le typhon serait aussi violent que prévu. Il se trompa catastrophiquement. Le typhon Cobra frappa avec des vents dépassant 180 km/h.
3 destroyers, le Hull, le Monaghan et le Spence, chavirèrent et coulèrent. 790 marins se noyèrent. 146 avions furent détruits ou emportés par-dessus bord. Une commission d'enquête enquêta. Le verdict fut accablant. Halsey était le principal responsable des pertes. Nimitz écrivit une approbation disant que Halsey avait fait preuve d'une stupidité grossière. Mais l'amiral King intervint à nouveau. Il modifia l'approbation de Nimitz. Il protégea Halsey d'un blâme officiel. Pas de punition. Pas de relève de commandement. 3 destroyers perdus. 790 hommes morts. Rien ne se passa. Incroyablement, 5 mois plus tard, il recommença. En juin 1945, Halsey navigua dans un autre typhon au large d'Okinawa. 6 navires furent gravement endommagés. Le croiseur Pittsburgh eut toute sa proue arrachée. Une autre commission d'enquête. Un autre verdict qui plaçait la responsabilité directement sur Halsey. Nimitz voulait que Halsey soit limogé, retiré du commandement. King refusa. La marine ne pouvait pas se permettre l'embarras, la guerre étant presque gagnée. Entre le golfe de Leyte et les 2 typhons, les décisions de Halsey avaient coûté à la marine 7 navires de guerre et près de 1500 hommes. Et en décembre 1945, la marine le promut au rang d'amiral de la flotte, le plus haut grade de la marine. Comparez le traitement de Halsey à ce qui arriva à George Patton. En 1943, Patton gifla 2 soldats souffrant d'épuisement au combat. Il les traita de lâches. Il menaça de les fusiller. Les incidents étaient laids. Il violait le règlement militaire. Mais personne ne mourut à cause de ce que Patton fit. Patton fut relevé de son commandement pendant près d'1 an. Il fut publiquement humilié. Il fut forcé de s'excuser devant chaque division de son armée. Sa carrière faillit se terminer. Halsey laissa toute une force d'invasion exposée. Il ignora les renseignements. Il fonça aveuglément dans 2 typhons. Il perdit 7 navires et près de 1500 marins à cause d'erreurs que les commissions d'enquête attribuèrent explicitement à sa responsabilité. Patton gifla des soldats. Halsey fit tuer des marins. Patton fut puni. Halsey fut promu. La différence n'était pas une question de responsabilité. C'était une question de protection institutionnelle. King décida que la marine avait plus besoin de Halsey que de justice. Alors la justice fut sacrifiée. Les hommes morts à Samar et dans les typhons devinrent des pertes acceptables. Leurs morts furent discrètement enterrés sous des communiqués de presse sur la victoire et l'héroïsme. Voilà à quoi ressemble la protection institutionnelle. Voilà ce qui arrive quand un homme devient trop célèbre pour être puni. En 2021, des explorateurs trouvèrent l'épave de l'USS Johnston à 6460 mètres sous la mer des Philippines. C'était l'épave de navire la plus profonde jamais découverte. Le numéro de coque 557 était encore visible sur sa poupe. Le commandant Ernest Evans était encore là-bas, quelque part, enseveli dans son navire, toujours en patrouille à 6500 mètres de fond. 1 an plus tard, ils trouvèrent l'USS Samuel B. Roberts encore plus profond, à 6895 mètres. Le navire du lieutenant-commander Copeland s'était enfoncé dans l'obscurité de la fosse des Philippines. Les hommes de Taffy 3 reçurent la Presidential Unit Citation. Evans reçut la Medal of Honor. Leur sacrifice est commémoré comme l'une des plus grandes résistances de l'histoire navale. Mais l'homme qui les avait mis dans cette position ne subit aucune conséquence. Halsey vécut jusqu'en 1959, célébré comme un héros. Il écrivit ses mémoires. Il apparut à des cérémonies. L'amiral Nimitz déclara que la survie du golfe de Leyte n'était rien de moins qu'une dispensation spéciale du Seigneur Tout-Puissant. Il avait raison. Taffy 3 survécut parce que des destroyers chargèrent des cuirassés, parce que des porte-avions d'escorte lancèrent des avions avec des râteliers à bombes vides, parce que des hommes comme Evans et Copeland décidèrent que s'ils devaient mourir, ils mourraient en se battant. Ils ne survécurent pas grâce à Halsey, ils survécurent malgré lui. Les hommes de Taffy 3 répondirent de l'erreur de Halsey par leur vie, et la marine décida que c'était un prix acceptable à payer.